Paris. On l'appelle la ville lumière, n'est-ce pas? La ville des amoureux. Pour moi, Paris était synonyme de callosité au bout des doigts, de nuits blanches passées à piquer des aiguilles et de ce fardeau silencieux que je portais sur mon dos et qui pesait des tonnes. Je m'appelle Nathalie. Et si vous ne me connaissez pas, vous avez probablement vu ces célébrités cachées derrière leurs énormes lunettes de soleil, ces robes magnifiques qui font la couverture des magazines. Mais mon nom ne figurait pas sur l'étiquette de ces robes. Il n'y avait qu'un seul nom sur l'étiquette, Maison Leclerc, c'est-à-dire mon mari Marc et sa mère, Coco Leclerc, dont l'ombre seule suffisait à refroidir les gens. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas seulement un scandale de la Fashion Week, c'est l'histoire d'une femme qui a cousu ses propres ailes et qui a vu celles-ci brisées par les personnes en qui elle avait le plus confiance. Mais n'oubliez pas que les ailes brisées deviennent parfois plus résistantes que l'acier lorsqu'elles guérissent. Tout a commencé avec cette maudite collection automne-hiver. Dans notre atelier historique de l'avenue Montaigne, sous la lumière grise de Paris qui filtrait à travers les fenêtres, pendant 6 mois. Je peux dire que je n'ai pas vu la lumière du jour pendant 6 mois. Marc, mon mari, était le visage de l'entreprise. Il savait bien tenir une coupe de champagne, dîner avec des investisseurs au Moulin Rouge et offrir son sourire charmant aux caméras. Quand à moi, j'étais les petites mains. Ces petites mains magiques. Le thème de cette année l'a été Renaissance et Résurrection. Cela semble tellement ironique aujourd'hui, n'est-ce pas? Résurrection. Alors que je creusais ma propre tombe. Ma belle-mère Coco. Ah, Coco. Si le diable avait une incarnation dans le monde de la mode, ce serait sans aucun doute Coco Leclerc avec son tailleur Chanel vintage et son chignon impeccable. Chaque fois qu'elle entrait dans l'atelier, la température baissait de 10 degrés. Un jour, je me tenais devant le mannequin d'essayage. Un corsage orné de pierres semi-précieuses et nécessitant 300 heures de travail manuel à la main. Ses yeux étaient rivés sur moi, comme ceux d'un faucon. Ses coutures, disait-il en montrant le tissu avec son long fer à repasser. Elles ne sont pas assez parfaites, Nathalie. La réputation de marque est en jeu. Cette marque est l'héritage de la famille Leclerc. Nous ne pouvons pas ternir cet héritage avec ta médiocrité. Ma médiocrité? J'avais réalisé ce modèle avec des tissus que j'avais achetés de ma poche après avoir convaincu les meilleurs fabricants de soie de Lyon. Marc était alors en voyage d'affaires à Nice. Je crois que ce voyage s'appelait Chloé ou peut-être Sophie. Je ne le savais pas à l'époque. Ou peut-être que je ne voulais pas le savoir. Écoutez, c'est très important. Peut-être avez-vous vous aussi, au moins une fois dans votre vie, atténué votre propre lumière pour que la personne que vous aimez puisse briller. Vous vous êtes dit qu'elle soit heureuse, nous formons une équipe de toute façon. Si, en m'écoutant, vous vous dites oui, je l'ai fait aussi. Arrêtez-vous et cliquez sur le bouton s'abonner. Car cette histoire est destinée à ceux qui ont payé le prix fort pour ce sacrifice, mais qui ont finalement réglé leur compte jusqu'au dernier centime. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et croyez-moi, après ce que vous allez entendre dans quelques instants, votre regard sur l'esprit d'équipe changera à jamais. Le jour du défilé est arrivé. Lieu le Grand Palais. L'intérieur est bondé. Les rédacteurs de Vogue, les princesses du Moyen-Orient, les stars de cinéma américaines. Tout le monde attend avec impatience ce que Maison Leclerc va présenter. Les coulisses. Les coulisses sont toujours un champ de bataille. Odeur de lac, mannequin en proie à la panique, fermeture éclair cassée à la dernière minute. J'étais là. Marc, quant à lui, se tenait à l'entrée du podium, un verre de whisky à la main, donnant une interview aux journalistes. J'ai mis toute mon âme dans cette collection, disait-il. Son âme. À ce moment-là, je réparais une couture invisible sur la jupe du mannequin principal en coupant le fil avec mes dents. La musique a commencé. Les lumières se sont éteintes. Et le premier mannequin est monté sur le podium. À ce moment-là, j'ai pensé que tout cela en valait la peine. Les mousselines de soie, les dentelles peintes à la main, ces silhouettes spectaculaires. Chaque pièce qui défilait sur le podium était un morceau de mon âme. Je pouvais voir le public retenir son souffle. J'entendais les chuchotements. Magnifique, disait-il. Marc est un génie. Lors du défilé final, lorsque la célèbre robe de mariée, sur laquelle j'avais travaillé pendant 400 heures, est apparue sur le podium, la salle s'est enflammée. Les gens se sont levés. Les applaudissements ont retenti. Marc a bondi sur le podium. Il a fait son salut classique. Puis il s'est retourné vers moi et m'a tendu la main. Je devais monter sur scène pour partager ses applaudissements avec lui. C'était notre tradition. Mais juste au moment où j'allais ouvrir le rideau et faire un pas, Coco m'a attrapé le bras. Ses ongles s'enfonçaient dans ma chair. Non, a-t-elle dit d'une voix glaciale. Pas aujourd'hui. C'est la soirée de Marc. Reste à l'arrière, comme l'équipe technique. Je suis restée figée. Il m'a regardé dans les yeux avec ses vieux yeux bleus et froids. Tu n'es qu'une couturière, Nathalie. Reste à ta place. J'ai regardé Marc.
Il était au bout du podium. Il ne m'avait même pas attendu. Il a salué tout seul, a accepté les fleurs, a envoyé des baisers aux caméras. À ce moment-là, j'ai senti le premier éclat de verre en moi. Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Il était stressé, il ne pouvait pas décevoir sa mère. Nous sommes une famille. Nous fêterons ça à la maison. Quelle idiote j'ai été. Après le défilé, la fête s'est déroulée dans la suite royale d'un hôtel ultra luxueux donnant sur la place Vendôme. Le champagne coulait à flots. Tout le monde faisait la queue pour féliciter Marc. Moi, je restais dans un coin, un soda tiède à la main. Mes jambes tremblaient de fatigue. Je ne voulais qu'une chose, rentrer chez moi et dormir. Marc est monté sur une chaise au milieu de la pièce. Coco était à ses côtés, et deux hommes en costume gris qui ressemblaient à des avocats que je ne connaissais pas. Attention, s'il vous plaît, s'écria Marc. Son visage était rouge vif, il était grisé par la victoire. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement cette magnifique collection. Ce soir, c'est le début d'une nouvelle ère pour la maison Leclerc. Tout le monde applaudit. Je souris. Allait-il annoncer ma grossesse? Ou l'ouverture d'un deuxième atelier? Marc leva son verre. Je suis fier d'annoncer qu'à compter d'aujourd'hui, nous avons vendu la majorité des parts de la marque Maison Leclerc au géant mondial du luxe Arnaud Group, pour la somme exacte de 45 millions d'euros. Le verre que je tenais à la main est tombé par terre. Il n'y a pas eu de bruit, car la moquette était très épaisse. Mais le bruit de mon monde qui s'écroulait aurait pu assourdir tout le monde dans la pièce. Vendre mes créations, mes dessins, mon travail. Sans me consulter, je me suis frayé un chemin à travers la foule pour rejoindre Marc. Marc, qu'est-ce que tu racontes? Notre Marc. Mes créations. Marc s'est tourné vers moi. L'homme dont j'étais amoureuse avait disparu, remplacé par un homme d'affaires. Il a posé sa main sur mon épaule, mais ce n'était pas un geste d'affection. C'était le geste d'un patron qui renvoie un employé. Ce n'est pas notre Marc, ma chérie, dit-il d'une voix si forte que les journalistes à proximité pouvaient l'entendre. La marque est enregistrée au nom de ma famille. Et les créations? Les créations sont la propriété de l'entreprise. Donc désormais, elles appartiennent au groupe Arnaud. Coco intervint, un sourire de victoire répugnant sur le visage. Et Nathalie, dit-elle, comme si elle parlait d'un détail insignifiant. Les nouveaux propriétaires ont engagé un jeune talent de Milan pour le poste de directeur artistique. Donc, nous n'avons plus besoin de vos services. Le comptable vous remettra votre chèque d'indemnité demain matin. La pièce se mit à tourner. Les lustres semblaient tomber sur moi. Mon mari, sa mère et ses hommes en costume gris. Ils me regardaient tout en souriant. Mais, ai-je seulement réussi à dire « Je suis ta femme, Marc ». Marc s'est penché vers mon oreille. Je n'oublierai jamais ce moment. Son haleine sentait le champagne hors de prix, mais les mots qu'il m'a murmurés étaient comme du poison. Parlons, Nathalie. Mon avocat t'enverra les papiers du divorce demain matin. Conformément à notre contrat de mariage, tu ne peux prétendre à aucun droit sur l'entreprise. Je suis désolée, ma chérie, mais les affaires sont les affaires. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas évanouie. Je les ai simplement regardés. Marc, Coco. Et ce chèque de 45 millions d'euros. Ils pensaient m'avoir détruite. Ils pensaient m'avoir jetée à la rue, m'avoir tout pris. Mais ils avaient oublié un petit détail. Dans le coffre-fort de l'atelier, dans le compartiment secret dont Marc ne connaissait pas le code, se trouvait la pièce maîtresse de la collection, que je n'avais encore montrée à personne, dont même les dessins étaient enregistrés, la pièce finale. Et plus important encore, Marc, en signant le contrat de mariage auquel il faisait tant confiance, avait oublié de lire l'article sur la propriété intellectuelle de la législation française en vigueur à l'époque. Il pensait que mon jeu était terminé, mais en réalité, il ne faisait que commencer. Quand je suis sortie de l'hôtel, Paris pleurait. C'est ce que disent les écrivains, n'est-ce pas? Mais cette nuit-là, il ne tombait qu'une pluie froide et acide. Chaque goutte qui frappait les pierres majestueuses de la place Vendôme était comme une gifle sur mon visage. Lorsque je suis montée dans le taxi, le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Il a probablement pensé que cette femme aux cheveux ébouriffés, au maquillage coulant, vêtue d'une robe de soirée valant des milliers d'euros, était l'épouse ivre d'un riche homme d'affaires. « Vous rentrez chez vous, madame » m'a-t-il demandé. « Non » ai-je répondu. J'ai été surprise par la clarté de ma voix. Le nœud dans ma gorge s'était défait. Il avait laissé place à cette étrange sensation métallique dans l'estomac. La sensation que ressentent les pilotes de chasse lorsqu'ils entrent dans le cockpit. À l'atelier, avenue Montaigne. Et dépêchez-vous. Je sortis mon téléphone. Marc m'avait appelé 10 fois sans réponse. Ils étaient probablement à ma poursuite avec leurs avocats pour me faire signer un accord de confidentialité. Je supprimai tous les appels. Puis je composai l'un des numéros les plus anciens et les plus poussiéreux de mon répertoire. Jean-Luc, ce génie de la faculté de droit de la Sorbonne, aussi doué pour contourner les règles éthiques qu'un élastique.
Marc ne l'aimait pas, car Jean-Luc était le seul à avoir reconnu au premier regard l'escroc qui se cachait derrière les faux sourires de Marc. Le téléphone a sonné 2 fois avant d'être décroché. Il était 3 heures du matin. Nathalie, a-t-il dit, d'une voix non pas endormie, mais sceptique. Si tu appelles à cette heure-ci, c'est que tu as tué quelqu'un ou que ton mari a enfin commis l'erreur que j'attendais. La deuxième option, répondis-je, sans quitter des yeux les rues pluvieuses de Paris. Mais si tu ne m'aides pas, la première option pourrait aussi se réaliser. Quand je suis arrivée à l'atelier, mes mains tremblaient. Mais pas de peur, d'adrénaline. Marc allait changer les serrures dès le lendemain matin. Je le savais. Je n'avais donc pas beaucoup de temps. Je suis entrée. Dame rouleau de tissu, des créations inachevées, des aiguilles. Tout était si innocent, si calme. Cet endroit était mon sanctuaire. Et ils avaient transformé mon sanctuaire en bordel et l'avaient vendu. Je me suis dirigée directement vers l'arrière-boutique, vers l'entrepôt où Marc stockait les vieux tissus qu'il qualifiait de déchets inutiles. J'étais la seule à connaître le compartiment secret derrière le mur, car j'avais fait installer ce coffre-fort en secret avec le dernier argent de mon père à l'insu de Marc. Pourquoi? Peut-être parce qu'au fond de moi, quelque part dans mon subconscient, je savais que ce jour arriverait. Maintenant, écoutez-moi bien. Mesdames, en particulier celles d'entre vous qui disent mon mari prend soin de moi, ou notre relation est basée sur la confiance. Écoutez bien ce que je vais vous dire. La vie est comme une partie d'échecs. Même si vous avez votre reine à vos côtés, ayez toujours un pion caché dans votre poche arrière. Ayez un plan B, que vous ne dévoilez à personne, pas même à votre reflet dans le miroir. Si vous pensez en ce moment je n'ai aucune sécurité, arrêtez cette vidéo, prenez un bout de papier et écrivez-vous une stratégie de sortie. Puis revenez à cette histoire, car ce que je vais faire dans un instant prouvera à quel point cette stratégie est vitale. J'ai ouvert le coffre-fort. Il était là, l'âme de Paris, la pièce finale de la collection. Ce n'était pas la robe de mariée applaudie que Marc avait vue lors du défilé ce soir-là. Elle n'était qu'un simple décor. Le véritable chef-d'œuvre, le cœur même de l'identité de la marque pour laquelle le groupe Arnault avait déboursé des milliards de dollars, se trouvait dans ce coffre. Ce modèle en velours de soie noire, orné de perles véritables, qui rappelait une cathédrale gothique. Et surtout, le carnet de croquis sous le dessin. Le carnet de croquis certifié par un notaire, avec la date, l'heure et ma signature sur chaque page. Jean-Luc avait ce carnet dans les mains lorsqu'il est entré par la porte arrière de l'atelier. Il a retiré son imperméable mouillé, l'a jeté sur la table et a regardé la vidéo de la conférence de presse de Marc ce soir-là. Puis il s'est tourné vers moi. Ses yeux brillaient. Idiot, dit-il en riant. Ton mari est un vrai idiot, Nathalie. Raconte, dis-je en allumant une cigarette. C'était la première fois de ma vie que je fumais dans l'atelier. Je laissais tomber les cendres sur la table en acajou préféré de Marc. Écoute, dit Jean-Luc en me montrant sa tablette. Marc a vendu l'entreprise. C'est vrai. Il a vendu la marque, les stocks, l'atelier. Il a tout vendu. Mais en France, le droit moral n'est pas transférable. Tu es la créatrice de ces modèles. Oui, les créations que tu as réalisées en tant qu'employé appartiennent à l'entreprise. Mais, il s'est interrompu, s'est approché de moi pour créer un effet dramatique. Mais dans votre contrat de mariage, il y a cette petite clause oubliée que vous avez insisté pour ajouter. Vous savez, celle que Marc a acceptée en disant d'accord, écrivez ce que vous voulez, pourvu qu'on signe. Je m'en souvenais. Il y a 5 ans. Cette clause que l'avocat de mon père avait imposée lors de notre mariage, toute œuvre artistique créée par Nathalie Leclerc en dehors des heures de travail et avec ses propres matériaux, et qui n'est pas officiellement enregistrée dans l'inventaire de l'entreprise, est la propriété personnelle de l'individu. Jean-Luc éclata de rire. Ce dessin, dit-il en montrant la robe noire, est-il enregistré dans l'inventaire? Non, répondis-je. Marc ne l'a même pas vu. C'était une surprise. Et ce cahier? Il est certifié par un notaire. Les dates indiquent qu'il a été rédigé après la fermeture de l'atelier. Jean-Luc frappa du poing sur la table. Bingo! Savez-vous pourquoi le groupe Arnault a donné 45 millions d'euros à Marc? Pour les créations visionnaires de la maison Leclerc. Mais s'il n'y a pas de vision, si la véritable collection, c'est-à-dire le cœur de cette renaissance, est entre vos mains et ne leur appartient pas légalement, alors Marc a vendu une coquille vide. Ai-je complété sa phrase? Pire encore, dit Jean-Luc en plissant les yeux. Il se serait rendu coupable de fraude commerciale. Ce n'est pas seulement une affaire de divorce, Nathalie. C'est une peine de prison. Alors que les premières lueurs du jour éclairaient les toits de Paris, notre plan était prêt pour célébrer l'acquisition et officialiser les signatures. Le groupe Arnault organiserait 2 jours plus tard un défilé VIP privé auquel seuls 50 acheteurs très privilégiés seraient conviés. Marc et Coco y seraient présents. Et bien sûr, les gros bonnets qui avaient payé
Tu dois insister à ce défilé, m'a dit Jean-Luc. Mais tu n'es pas invité. Les agents de sécurité ne te laisseront pas passer la porte. J'ai souri. Marc pensait que je n'étais qu'une simple couturière. Une femme naïve qui manipulait des aiguilles et du fil sans aucune notion de commerce. Mais il oubliait une chose. Je dirigeais chaque centimètre carré de cet atelier. De la femme de ménage au gardien, du fournisseur de tissus à l'électricien, tout le monde m'était fidèle. Pas à Marc, mais à moi. Ne t'inquiète pas, Jean-Luc, lui dis-je en rangeant la robe noire dans sa housse spéciale. Je n'ai pas besoin d'invitation. Je suis la propriétaire. Je pris mon téléphone et appelai la couturière en chef de l'atelier, Madame Giry, mon bras droit. Cette femme était la seule à pouvoir être plus intimidante que Coco, et elle m'aimait comme sa propre fille. Allô, Madame Giry? Ah, ma petite. J'ai appris la nouvelle. Ce que Sport a fait. Sa voix tremblait. Ce n'est pas le moment de pleurer, madame, dis-je d'un ton sec. L'opération commence. Rassemblez les filles. Mais ne dites rien à personne, surtout pas aux espions de Marc. Nous changeons la collection. Quoi? Vous m'avez bien entendu. Les robes qui défileront sur le podium. Ce sont des contrefaçons. Dame copie sans âme. Nous allons montrer au groupe Arnaud ce qu'est la véritable maison Leclerc. Mais avant cela, nous devons introduire un petit cheval de Troie. Dans ce défilé VIP, je me suis tournée vers Jean-Luc. T'occupes de l'huissier de justice. Vous devez être là à 20h45 précise à la fin du défilé. Et toi? Demanda-t-il. Que vas-tu faire? Je me suis regardée dans le miroir. La fatigue avait disparu de mon visage. Mes cernes étaient peut-être plus marquées. Mais mon regard était animé d'une flamme que Marc n'avait jamais vue. Moi, dis-je en attachant fermement mes cheveux en arrière. Je vais me préparer pour les funérailles de mon mari. Et crois-moi, je serai très élégante. Le bal de l'hôtel Ritz, situé en plein cœur de Paris, brillait comme un diamant ce soir-là. L'air à l'intérieur était chargé de l'odeur des parfums coûteux, des orchidées fraîches et, surtout, de l'argent. Marc se tenait à l'entrée pour accueillir les invités. Il portait un smoking sur mesure et arborait un sourire hollywoodien factice. À ses côtés se tenait Coco, qui portait autour du cou un collier familial, probablement payé par mon assurance. Monsieur Bernard, PDG du groupe Arnaud, et son équipe avaient pris place au premier rang. Dans le gros dossier recouvert de cuir posé sur la table se trouvait le contrat définitif qui allait régir ma vie, mon travail et mon âme. Où étais-je? J'étais dans le coin le plus sombre de la salle, derrière de lourds rideaux de velours. Mon cœur battait si fort qu'il semblait vouloir briser ma cage thoracique, mais mes mains étaient glacées. À mes côtés se trouvaient Jean-Luc et Monsieur Dubois, huissier de justice officiel du ministère français de la Justice. Dubois regarda le dossier scellé qu'il tenait à la main et vérifia son heure. Vous êtes à l'heure, madame, murmura-t-il. La scène est à vous. Avant de vous montrer ce qui va se passer dans quelques instants, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà imaginé le moment où vous regarderiez dans les yeux quelqu'un qui vous dit vous ne pouvez pas faire ça? Qui êtes-vous pour rester à votre place? Et où vous détruiriez tout son monde? Croyez-moi, le goût de ce moment est plus doux que le champagne le plus cher. Si vous aussi vous attendez ce moment de victoire que vous méritez, appuyez maintenant sur le bouton j'aime. Car ce soir, nous allons anéantir cette arrogance. Mesdames et messieurs, Marc est monté sur scène. Les projecteurs se sont braqués sur lui. Ce soir marque un tournant dans l'histoire de la maison Leclerc. J'ai l'honneur de vous présenter notre première collection au sein du groupe Arnaud, les pièces les plus exceptionnelles de la Renaissance. Les applaudissements fusent. Bernard approuve d'un signe de tête. Et la musique commence. Le rideau s'ouvre. Le premier mannequin entre en scène. Le sourire de Marc se figea sur son visage. Le verre que Coco tenait à la main se mit à trembler, car la robe qui défilait sur le podium, ce n'était pas la robe que Marc connaissait. Madame Giry et son équipe avaient fait des miracles dans l'atelier cette nuit-là. Oui, de loin, les robes semblaient identiques. Même couleur, même silhouette. Mais de près, alors que le mannequin défilait sur le podium, la couture latérale de la robe s'est défaite. Le bas de la jupe s'est déchiré, la doublure est apparue. Le tissu, qui n'était pas de la soie, mais du polyester bon marché, brillait sous les projecteurs. Une vague de murmures s'est propagée parmi les spectateurs. Le rédacteur en chef de Vogue a baissé ses lunettes. Les représentants d'Arnaud se sont regardés. Le deuxième mannequin est apparu. La situation était encore pire. Le corset était si mal cousu qu'il tournait sur le mannequin. Les perles ont commencé à tomber sur le podium. Clic, clic, clic. Chaque bruit de perles était comme un clou enfoncé dans le cercueil de Marc. Marc courut vers le bord de la scène et tenta de crier éteignez les lumières à l'équipe technique, mais sa voix ne fut pas entendue. C'est quoi ce désastre? S'écria Bernard, le PDG d'Arnaud, en se levant. C'est ça, le travail impeccable que vous nous avez vendu, Marc. Marc bégayait.
Il y a une erreur. C'est du sabotage. C'est du sabotage. Au milieu de ce chaos, Madame Giry fit signe à son neveu qui était aux commandes du système audio. La musique techno horrible s'arrêta. À sa place, une musique d'opéra profonde, gothique et effrayante commença. Lacrymosa. Et je suis sortie de derrière les rideaux. Je portais l'âme de Paris. Ce velours de soie noire coulait sur mon corps comme une rivière. Les perles qui le ornaient brillaient comme des larmes sous la lumière. Mes cheveux étaient tirés en arrière, mes lèvres étaient peintes d'un rouge tend. Mon visage ne trahissait ni tristesse ni peur. Il n'y avait que pure autorité. Le bruit dans la salle s'est arrêté net. Personne ne respirait. J'étais si majestueuse, si haute couture, que cette image, après les haillons de tout à l'heure, a fasciné tout le monde. Je marchais jusqu'au milieu du podium. Je m'arrêtai juste devant Marc. Il n'y avait que 2 mètres entre nous. La peur que je lisais dans ses yeux. Cette terreur pure. Elle n'avait pas de prix. J'ai porté le micro à mes lèvres. Ma voix n'a pas tremblé. Toute la salle a résonné. Mesdames et messieurs, ai-je dit. Ce tas d'ordures que vous venez de voir était la vision de mon mari, Marc Leclerc. Une vision sans âme, sans effort, une vision volée. J'ai passé ma main sur ma robe. Ce que vous voyez ici, c'est la véritable âme de la maison Leclerc. Et j'ai le regret de vous annoncer que cette âme n'est pas à vendre. Marc s'est précipité vers moi. Faites-la descendre de scène. C'est ma femme, elle a perdu la tête. A-t-il crié aux agents de sécurité. Mais les agents de sécurité ne bougèrent pas. Car à l'autre bout de la scène, Jean-Luc et l'huissier de justice Monsieur Dubois, accompagnés de 2 gendarmes, montèrent sur le podium. Dubois commença à parler d'une voix officielle et forte, Monsieur Marc Leclerc, Madame Coco Leclerc. Au nom de la République française, j'interromps ce défilé et la vente de l'entreprise. D'un cri de stupéfaction s'élevèrent dans la salle. Les flashs crépitèrent. Les journalistes se bousculaient pour ne pas manquer ce moment. Qu'est-ce que vous racontez? S'écria Coco en enfonçant ses ongles dans le bras de Marc. Dubois brandit le document qu'il tenait à la main. La marque Maison Leclerc. Que vous détenez tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle sur les créations de cette collection. Les carnets de croquis enregistrés et, conformément à l'article 4 du contrat de mariage, appartiennent à Madame Nathalie Leclerc, seule et unique propriétaire. Jean-Luc intervint en souriant et se tourna vers le PDG du groupe Arnaud. Monsieur Bernard, ce que vous êtes sur le point d'acheter n'est qu'une enseigne vide de sens et un tas de polyester bon marché. Ma cliente n'acceptera jamais que ses créations soient utilisées et vendues sans son autorisation. Bernard, le visage rouge écarlate, prit le dossier en cuir posé sur la table. Il regarda Marc droit dans les yeux. Puis, d'un seul geste, il déchira le dossier dans un craquement. Tu as essayé de nous escroquer, Marc. Rugit l'homme. Mes avocats vont bien s'amuser avec toi. Vraiment. Marc s'effondra à genoux. Cet homme fier et arrogant, au milieu du podium, sous les flashs, semblait tout petit. Coco s'écroula en feignant de s'évanouir, mais personne ne vint à son secours. Je me suis dirigée vers le bout du podium. Les caméras étaient braquées sur moi. Je me suis retournée pour regarder Marc une dernière fois. Je te l'avais dit, Marc. Dis-je, non pas dans un murmure que lui seul pouvait entendre, mais de manière à ce que toute la salle puisse m'entendre. Je ne suis pas seulement une couturière. Je suis les mains de cette marque. Et sans les mains, la tête ne sert à rien. Je me suis retournée. Alors que je descendais du podium dans ma longue robe à traîne noire, la salle applaudissait à tout rompre. Mais cette fois, les applaudissements n'étaient pas pour Marc. Ils étaient pour moi. En sortant, Jean-Luc m'a rejointe. Tu étais formidable, m'a-t-il dit. Mais notre travail n'est pas terminé, Nathalie. Les policiers attendent dehors. Ils viennent arrêter Marc pour escroquerie aggravée. Et faux en écriture. J'ai souri. La pluie avait cessé. L'air de Paris était désormais pur. Laissez-les l'arrêter, ai-je dit. J'ai encore beaucoup à faire, Jean-Luc. Ce n'était que le début. Au petit matin, Paris s'est réveillé avec l'un des plus grands scandales de mode de son histoire. La une du Figaro montrait une photo de Marc menotté. Le titre était simple, La chute de l'Empire Leclerc, la fin du faux roi. Ce matin-là, pour la première fois de ma vie, je me suis réveillée sans avoir mis mon réveil. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais cette fois, ce n'était pas Marc qui m'appelait. Vogue, Harper's Bazaar, elle. Tous voulaient m'interviewer. Même Bernard, le PDG du groupe Arnaud qui avait essayé de me renvoyer la veille, m'avait envoyé des fleurs par l'intermédiaire de sa secrétaire pour s'excuser. Mais ma première étape était le bureau de Jean-Luc. Sur le bureau se trouvait le gros dossier qui allait décider du sort de Marc et Coco. Jean-Luc a pris une gorgée de café et a souri. Nathalie, a-t-il dit, la situation est plus grave que nous le pensions. Marc n'a pas seulement essayé de vous escroquer. Il y a tellement de irrégularités dans les comptes de l'entreprise. Évasion fiscale, transfert d'argent vers des sociétés écrans.
L'argent des bals organisés par Coco sous le nom des associations caritatives aurait en fait été transféré aux îles Caïmans. Comme on dit, il est plus difficile de maintenir un mensonge que de dire la vérité. Marc et Coco ont porté le poids de ce mensonge pendant des années. Moi, d'un seul coup, d'une seule vérité. J'ai fait peser ce poids sur leurs épaules. C'était maintenant à leur tour d'être ensevelis sous les décombres. Le procès a duré 6 mois. À chaque audience, je voyais les épaules de Marc s'affaisser un peu plus, ses cheveux brillants blanchir. Coco n'était plus cette femme fière. À chaque fois qu'elle se présentait au tribunal, elle semblait un peu plus petite, un peu plus vieille. Ses avocats ont tout essayé. Nathalie a perdu la raison, ont-ils dit. Les dessins sont anonymes, ont-ils dit. Ils ont même dit Marc était dépressif, il ne savait pas ce qu'il faisait. Mais Jean-Luc était impitoyable. Les images prises cette nuit-là à l'hôtel Ritz, mon carnet de croquis certifié par un notaire et le témoignage de Madame Giry. Tout cela était autant de clous enfoncés dans le cercueil. Et le jour du verdict, lorsque le juge a abaissé son marteau, la salle est devenue glaciale. L'accusé Marc Leclerc est condamné à 5 ans de prison pour escroquerie aggravée, falsification de documents et abus de confiance. Marc m'a regardé. Savez-vous ce que j'ai vu dans ses yeux? Pas de regret, juste de la surprise. Il ne comprenait toujours pas comment il avait pu perdre. L'accusé Coco Leclerc, coupable de complicité et de détournement de fonds, condamné à 3 ans de prison et à la confiscation de tous ses biens pour dédommagement. Coco a crié. Elle n'avait pas peur d'aller en prison, mais plutôt de la confiscation de tous ses biens. Ses robes Chanel vintage, son appartement de luxe place Vendôme, ses bijoux. Elle allait tout perdre. Et ensuite, que s'est-il passé? Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Vous vous demandez, Nathalie, qu'as-tu fait? Le groupe Arnaud m'a contacté après le scandale de cette nuit-là. Nous allons redorer l'image de la marque Maison Leclerc et vous la confier, devenez notre directrice artistique, m'ont-ils dit. Le salaire proposé était astronomique. Vous pouvez deviner ce que je leur ai répondu. Non. Le nom Leclerc était entaché. Il était associé au mensonge de Marc et à l'arrogance de Coco. Je ne voulais pas de ce nom. Avec l'argent que j'ai gagné grâce au procès en dommages-intérêts, j'ai ouvert mon propre atelier, mais pas sur l'avenue Montaigne. Dans le Marais, dans une petite rue intime où l'on ne parle que d'art. Son nom? Atelier Nathalie. Pas de nom de famille. Juste moi. Cette robe finale, l'âme de Paris, est actuellement exposée au Costume Institut du Métropole Museum. En dessous, on peut lire la Déclaration de liberté d'une femme. Où sont-ils maintenant? Marc, il purge sa peine. J'ai entendu dire qu'il travaillait à la bibliothèque de la prison. Peut-être y lit-il un livre qui explique que la vie ne se résume pas à l'argent. Coco, elle vit dans la banlieue, dans un petit appartement attribué par l'État. Son seul luxe est de regarder les lumières de Paris depuis sa fenêtre. Elle n'a ni domestique ni ami mondain pour l'écouter. Madame Giry, elle est la couturière en chef de mon atelier. Et elle gagne désormais 3 fois le salaire qu'elle mérite. Moi, chaque matin, j'ouvre ma boutique avec ma propre clé. Je ne rends de compte à personne. Je ne vise dans l'ombre de personne. Et surtout, quand je pose ma tête sur l'oreiller le soir, j'ai la conscience tranquille. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. C'est l'histoire de tous ceux dont le travail a été volé, dont la voix a été étouffée, à qui on a dit tu n'y arriveras pas. Vous voyez? La justice est parfois lente, parfois boiteuse, mais elle finit toujours par arriver à destination. Il suffit de ne jamais abandonner ce pouvoir secret, ce talent et cette détermination que vous avez en vous. Si cette histoire a touché le combattant qui sommeille en vous, si vous avez pris autant de plaisir que moi à voir la justice triompher, partagez-le avec moi dans les commentaires. Quel serait votre plan de glace? La victoire. De loin, elle ressemble à une coupe en or qui brille de 1000 feux. Mais lorsque vous la prenez dans vos mains, vous vous rendez compte qu'elle est froide, lourde et que si vous ne faites pas attention, ses bords tranchants peuvent vous couper les paumes. 3 mois s'étaient écoulés depuis ma sortie triomphale du tribunal. Marc et Coco, derrière les murs froids de la prison de Fresnes, essayaient de s'habituer à leur nouvelle vie dans leur combinaison orange. Quand à moi, j'étais libre, du moins sur le papier, mais le monde de la mode parisienne. Ah, ce monstre hypocrite à la mémoire courte. Les magazines qui m'avaient proclamé Jeanne d'Arc, lorsque Marc avait été arrêté, étaient désormais silencieux alors que j'essayais de créer ma propre marque, Atelier Nathalie. Pourquoi? Parce que le scandale fait vendre, mais la stabilité est ennuyeuse. Dans le quartier du Marais, je transformais une ancienne imprimerie en atelier. La poussière, la terre, l'odeur de la peinture. Cette odeur me semblait plus agréable que celle du Chanel numéro 5. Mais les banques n'étaient pas du même avis. Un matin, lorsque je me suis rendu à la Banque de Paris pour demander un crédit, savez-vous ce que m'a dit le directeur au visage gris? Madame Leclerc. Il continuait à m'appeler Leclerc par dépit. Votre talent est incontestable. Mais le nom de votre marque est associé à un casier judiciaire.
Notre comité d'investissement ne souhaite pas prendre ce risque. J'ai souri. J'ai sorti le journal Le Monde de mon sac et l'ai posé sur son bureau. Là, une disait la révolution silencieuse de Nathalie, le monde de la mode attend sa nouvelle reine. Le risque, monsieur, dis-je en mettant mes lunettes de soleil, c'est de rater ce train, parce que ce train va partir et il n'y aura pas le logo de votre banque dessus. Quand je suis sortie du bureau, mes jambes tremblaient. J'avais bluffé. L'argent que j'avais dans ma poche ne suffisait même pas à couvrir la moitié des travaux de rénovation. L'indemnisation que j'avais reçue de Marc et Coco était bloquée par des obstacles bureaucratiques, les comptes étaient toujours gelés. Mes liquidités étaient sur le point de s'épuiser. C'est à ce moment précis que mon téléphone a sonné. Le numéro était inconnu. Mais lorsque j'ai décroché, le message automatique que j'ai entendu m'a glacé le sang. Cet appel provient de l'établissement pénitentiaire de Fresnes. Un détenu souhaite vous parler. Acceptez-vous. Marc. Je n'avais pas entendu sa voix depuis 3 mois. Mon avocat Jean-Luc m'avait dit n'y allez pas, il va essayer de vous manipuler. Mais cette petite voix en moi, cette curiosité, ou peut-être le désir de voir à quel point il était pitoyable. J'accepte, ai-je répondu. La salle de visite de la prison était bien différente de la salle de bal du Ritz. Dame mur gris, des chaises métalliques fixées au sol et cette épaisse vitre par balle entre nous. Quand Marc est entré, je ne l'ai pas reconnu. Ses cheveux brillants avaient été rasés. Son visage était émacié, ses yeux cernés. Son attitude fière avait disparu, remplacée par celle d'un vieil homme aux épaules voûtées. Il a décroché le combiné. Ses mains tremblaient. Nathalie, a-t-il dit d'une voix rauque. J'ai porté le combiné à mon oreille. Nous avons peu de temps, Marc. Que veux-tu? Sors-moi d'ici, murmura-t-il. Je n'en peux plus, Nathalie. Ici, c'est l'enfer. Coco est malade. Il est à l'infirmerie. Personne ne nous aide. Écris une lettre au ministère de la Justice, Marc. Dis-je froidement. Ce n'est pas de mon ressort. Il frappe à la vitre. Je vise dans ses yeux l'étincelle de la colère d'autrefois. Ton argent, siffla-t-il. Cette indemnité. C'était notre argent. L'héritage familial. Tu as tout pris. Tu nous as laissés sans le sou. Je n'ai pris que ce qui me revenait. Ai-je répondu. L'héritage de ta famille, c'était le fruit de mon travail, Marc. Ce travail que tu as exploité pendant des années. Marc s'est arrêté un instant. Puis son sourire sournois est apparu sur le coin de sa bouche. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne m'avait pas appelé uniquement pour pleurer. Il avait encore un atout dans sa manche. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Bon, dit-il en se calant dans son fauteuil. Comment va ton atelier? Les banques t'accordent-elles des crédits? Les fournisseurs t'envoient-ils des tissus? Je fronçai les sourcils. Comment sais-tu cela? Je suis en prison, Nathalie, je ne suis pas mort, dit-il. J'ai encore des amis à l'extérieur. Et ces amis font tout leur possible pour t'empêcher d'ouvrir ton atelier. Qui crois-tu qui menace les fournisseurs de tissus et appelle les directeurs de banque? C'était donc lui. Même en prison, il ne restait pas tranquille. Il essayait toujours de me contrôler, de me briser les ailes. Je me suis levée. J'ai posé ma main sur la vitre. La chaleur de ma peau m'a laissé une empreinte sur le verre froid. Écoute-moi, Marc. Dis-je en le regardant droit dans les yeux. Tu crois toujours parler à l'ancienne Nathalie. Cette femme timide qui attendait ton approbation. Mais cette femme est morte. C'est toi qui l'as tuée. J'ai sorti une petite enveloppe de mon sac et je la lui ai glissée sous la vitre. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. Une invitation. Ai-je répondu. Il ouvrit l'enveloppe. Il en sortit une carte noire en velours, sur laquelle était inscrit en lettres dorées Atelier Nathalie première représentation, ANK. Regarde la date. Lui dis-je. La date indiquait exactement une semaine après aujourd'hui. Comment vas-tu faire? Demanda-t-il, stupéfait. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de tissu. Je n'ai pas d'amis, Marc. Ai-je répondu en me dirigeant vers la porte. J'ai des croyants. Et tes sales manœuvres ne font que rendre mon histoire plus légendaire. Garde cette invitation. Accroche-la au mur de ta cellule. Pour te rappeler chaque jour ce que tu rates dehors. Je suis sorti sans me retourner. J'entendais Marc frapper contre la vitre derrière moi et crier. Mais ces sons ne m'atteignaient plus. Ils étaient insignifiants et lointains comme le grésillement d'une radio. Quand je suis retournée à l'atelier, Madame Giry et son équipe m'attendaient. Ils avaient l'air sombre. Madame, dit Giry, le fournisseur de soie s'est désisté à la dernière minute. Il ne livrera pas les tissus. Les anciens associés de Marc l'ont menacé. Je pris une profonde inspiration. Marc avait raison. Il m'avait acculé. Sans tissu, pas de collection. Sans collection, l'atelier Nathalie mourrait avant même d'avoir vu le jour. Mon regard s'est posé sur les vieilles caisses poussiéreuses dans le coin. De vieilles bâches provenant de l'imprimerie, des toiles épaisses, des couvertures tachées d'encre. J'ai pris une paire de ciseaux. Et j'ai coupé cette bâche épaisse et rugueuse. Il n'y a pas de soie?
ai-je demandé en épinglant le tissu sur le mannequin. Alors nous porterons la guerre. Les yeux de Madame Giry se sont mis à briller. Elle avait compris ce que je voulais faire. Le luxe, ce n'est pas seulement du soie coûteuse. Ai-je dit à l'équipe. Le luxe, c'est raconter une histoire. Et notre histoire n'est pas faite de soie, mais d'acier et de cendre. Cette semaine-là, nous n'avons pas dormi à l'atelier. Au lieu de soie italienne coûteuse, nous avons utilisé du lin brut, des bâches industrielles, voire du papier journal recyclé. Nous les avons peints, travaillés, brûlés, déchirés et recousus. Le résultat, ce n'était pas seulement des vêtements, c'était des armures. Les armures de guerre de la femme moderne. Et le jour du défilé est arrivé. Paris allait être témoin d'un spectacle sans précédent. Chaque obstacle que Marc avait mis pour m'arrêter était devenu un marchepied vers mon podium. Mais alors que je faisais les derniers préparatifs dans les coulisses, on a frappé à la porte. C'était un bouquet de fleurs, une rose noire. Il n'y avait pas de nom sur la carte. Juste une phrase: vole aussi haut que tu peux. La chute n'en sera que plus dure. J'ai froissé le mot et l'ai jeté. Mais ce sentiment de malaise en moi, ce combat n'était pas terminé. Marc était peut-être à l'intérieur, mais son ombre était bien plus longue que je ne le pensais. Et apparemment, d'autres personnes à l'extérieur voulaient se venger de lui. L'intérieur de cette ancienne imprimerie du Marais sentait la poudre à canon et le jasmin. Un mélange étrange, n'est-ce pas? Mais tous ceux qui étaient présents ce soir-là diront que cette odeur était celle de la Révolution. Les invités chuchotaient, assis sur des chaises en bois, en regardant les murs en briques poussiéreux. Il n'y avait pas les coupes de champagne auxquelles ils étaient habitués. Nous leur avions servi du café fort et de l'eau dans des tasses en métal. La rédactrice en chef de Vogue semblait gênée par le bruit que faisaient ses talons Manolo Blahnik sur le sol en béton rugueux. Mais elle était venue. Tout le monde était venu. Car à Paris, les rumeurs se propagent plus vite que la gravité. Et tout le monde se demandait ce que la femme qui avait renversé son mari en prison allait coudre à partir de sacs poubelles. Dans les coulisses, Madame Giré priait. Mes mannequins tremblaient. Mais pas à cause du froid, à cause de l'excitation. Je leur avais dit: vous n'êtes pas des mannequins. Vous êtes des guerrières. Je veux que vous cassiez le podium en marchant. Et les lumières se sont allumées. Mais pas les spots jaunes et doux que vous connaissez. Les projecteurs blancs, crus et aveuglants utilisés sur les chantiers de construction. Lorsque la musique a commencé, le premier mannequin est apparu. Il ne portait pas de soie. Il était vêtu d'une robe confectionnée à partir de vieilles bâches d'imprimerie, éclaboussée d'encre noire, renforcée aux épaules par des épaulettes métalliques, moulante comme un corset mais dont la jupe s'ouvrait comme une tente. Le public retint son souffle. Ce n'était pas beau, c'était sauvage. Il avait été déchiré et recousu. Il avait brûlé et renaît de ses cendres. Tout comme moi, au milieu du défilé, alors que le 12e mannequin défilait. Tout s'est arrêté. Le courant a été coupé. Obscurité. Silence. Une voix s'est élevée dans la foule: c'est un fiasco. Partons d'ici. Je reconnaissais cette voix. C'était l'un des anciens associés de Marc. Du sabotage. Je comprenais maintenant la signification de cette rose noire. Il voulait me faire passer pour incompétente, amateur et finie. Devant tout le monde. Dans les coulisses, Madame Giry m'a pris le bras. Nathalie, le générateur ne démarre pas. Ils ont coupé les câbles. Devais-je paniquer? Devais-je pleurer? L'ancienne Nathalie se serait effondrée et aurait maudit son destin. Mais en coupant ces bâches, je m'étais fait une promesse: s'ils utilisaient l'obscurité pour m'arrêter, je créerais ma propre lumière. J'ai marché vers la scène dans l'obscurité. Même sans micro, ma voix résonnait sur les murs en béton. Que personne ne bouge. Ai-je crié. Le silence s'est fait. Ils veulent nous laisser dans le noir. Ai-je dit, la voix tremblante. Parce qu'ils ont peur de voir ce que nous devenons à la lumière. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai allumé sa lampe torche. Je n'ai pas dirigé la lumière vers le plafond, mais vers le visage du mannequin sur le podium. Allumez vos lumières. Ai-je crié au public. Si vous voulez voir cette histoire, c'est vous qui allez l'éclairer. D'abord une personne, puis deux, puis 10. En un instant, des centaines de téléphones ont éclairé le podium. Lorsque ces faisceaux de lumière blanche crue ont frappé les détails métalliques des mannequins, la texture de ces tissus grossiers, l'image qui en a résulté était si dramatique, si ombragée et si fascinante que même le système d'éclairage le plus cher au monde n'aurait pu la créer. Le défilé s'est poursuivi. Sans musique. Seuls les bruits des talons et la respiration du public se faisaient entendre. Les mannequins ont traversé ce tunnel de lumière comme des fantômes, comme des légendes. Quand je suis sortie pour le final, il n'y a pas eu d'applaudissements. Les gens ont commencé à taper des pieds. Boum, boum, boum. Le bâtiment de l'imprimerie tremblait. Ce n'était pas des applaudissements, c'était une cérémonie de serment. À la fin du défilé, les coulisses ressemblaient à un lieu de fête. Les commandes affluaient. Mais je ne pensais qu'à ces câbles coupés. Jean-Luc est venu vers moi avec une lampe de poche à la main. Il avait l'air sombre. Nathalie, m'a-t-il dit en m'entraînant dans un coin.
J'ai vérifié le générateur. Les câbles n'ont pas été coupés. Comment ça? La carte mère du générateur a été démontée. Ce n'est pas un simple acte de vandalisme. Pour faire cela, il faut être un électricien professionnel, voire un ingénieur. Et pire encore, il m'a tendu sa tablette. Il s'agissait d'images provenant des caméras de sécurité. Elles n'étaient pas très nettes à cause de l'obscurité, mais on pouvait voir une silhouette sortir de la salle des générateurs. La silhouette s'était retournée vers la caméra installée près de la porte et avait fait un signe de la main. Je connais cet homme, dit Jean-Luc d'une voix glaciale. Ce n'est pas un copain de prison de Marc. Cet homme, c'est Pierre Dubois. Qui est ce? Un ancien légionnaire. Et actuellement, le chef de la sécurité de Dimitri Volkov, oligarque russe et plus grand rival du géant textile parisien Arnaud Group. Je suis resté figé. Marc, c'était un petit homme cupide. Mais Dimitri Volkov, c'était la boîte noire du monde de la mode. Une force mafieuse qui faisait couler des entreprises et disparaître des créateurs. Pourquoi Volkov s'en prendrait-il à moi? Demandai-je. Jean-Luc prit une profonde inspiration. Parce que Marc n'avait pas emprunté d'argent à des usuriers avant de vendre son entreprise, Nathalie. Marc a emprunté de l'argent à Volkov. Cette vie luxueuse, c'est faite. Tout cela était financé par l'argent de Volkov. Et maintenant, Marc est en prison, l'argent a disparu, l'entreprise a fait faillite. Il m'a regardé dans les yeux. Volkov veut son argent. Et Marc a dû lui dire: je n'ai pas d'argent, mais ma femme possède une marque qui peut le rembourser. À ce moment-là, j'ai compris. Cette victoire sur le podium n'était qu'une illusion. J'avais battu Marc, mais il m'avait jeté dans la gueule du loup. Et face à moi, il n'y avait plus un mari jaloux, mais une organisation criminelle internationale. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai ouvert le message. Il n'y avait qu'une position. Et en dessous, il était écrit: j'ai beaucoup aimé tes lumières. Voyons voir à quel point tu résistes au feu. Il faut qu'on parle. D. 5e. La position indiquait un entrepôt abandonné au bord de la Seine. La Seine n'est pas romantique la nuit. Elle est sombre, profonde et engloutit les secrets. En marchant vers cet entrepôt abandonné sur le quai, le bruit de mes talons sur le béton résonnait comme ma propre marche funèbre. À l'intérieur, il faisait encore plus froid qu'à l'extérieur. Entre d'énormes conteneurs rouillés, il y avait un seul fauteuil en cuir et une petite table basse devant. Dimitri Volkov était là. Il tenait un verre de vodka en cristal à la main et portait un costume impeccable. Derrière lui se tenait l'homme de l'ombre, Pierre Dubois. Madame Leclerc, dit Volkov sans se lever. Son accent était dur, il mâchait ses mots. J'ai vu votre spectacle lumineux. C'était impressionnant. Mais vous savez, les lucioles ne brillent que dans l'obscurité. Quand le soleil se lève, elles meurent toutes. Je m'avançai vers lui. Je gardai le menton relevé pour montrer que je ne tremblais pas. Sommes-nous venus ici pour faire de la littérature, monsieur Volkov? Ou allons-nous aller droit au but? Volkov a ri. Un rire sec, sans âme. Venons au fait. Votre mari, Marc. Il ne se contentait pas de coudre des vêtements pour moi. Il résolvait mes problèmes logistiques. Les élégants tous à vêtements de la maison Leclerc ne transportaient pas seulement du tissu lorsqu'elle passait la douane. Mon estomac se noie. Marc. Marc, cet idiot cupide. Il n'était pas seulement un escroc, mais aussi un contrebandier. Ce que Marc faisait ne me concerne pas. Ai-je répondu. Je n'ai pas récupéré cette entreprise, seulement mon nom. Volkov poussa vers moi un dossier posé sur la table basse. Vous avez peut-être raison sur le plan juridique. Mais dans mon monde, les dettes se transmettent par héritage, madame. La dernière livraison de Marc a disparu. J'ai ouvert le dossier. Il contenait la photo d'une robe. Une robe bleue en velours avec un col brodé de dentelle ancienne qui rappelait l'époque victorienne. L'impératrice bleue. Je me souviens de cette robe, dis-je. C'était la préférée de Coco. Elle ne nous a pas autorisé à l'inclure dans la collection. Elle l'a gardée pour elle. Dans la doublure de cette robe, dit Volkov en baissant la voix, sont cachés des diamants bruts d'une valeur totale de 12 millions d'euros. Une commande spéciale. Venue d'Afrique du Sud. J'en ai eu le souffle coupé. 12 millions d'euros. Quand Marc a été arrêté, a poursuivi Volkov, nous pensions que la robe était dans l'atelier. Mais elle n'y était pas. Quelqu'un l'avait prise avant la descente de police. Il se leva et se pencha vers moi. Il sentait la vodka et le tabac cher. Je sais que vous n'avez pas cette robe. Si c'était le cas, vous ne seriez pas en train de couper des bâches dans cet atelier délabré. Mais vous savez où elle se trouve. Je ne sais pas. Répondis-je. Vous le trouverez. Dit Volkov. Je vous donne 72 heures, Nathalie. Soit vous m'apportez cette robe, soit votre nouvel atelier et votre équipe de croyants seront réduits en cendres. Et cette fois, le rapport de police mentionnera un accident. En sortant de l'entrepôt, j'ai dû me retenir pour ne pas vomir. Marc avait transformé chacun d'entre nous en bombe à retardement.
Quand je suis montée dans la voiture, Jean-Luc était assis à côté de moi. Il avait tout compris en voyant mon visage. Que veut-il? Demanda-t-il. La reine bleue. Ai-je répondu. Et les pierres qui s'y trouvent, d'une valeur de 12 millions. Jean-Luc a sifflé. Je me souviens de cette robe. Quand les huissiers sont venus, Coco a piqué une crise. Elle criait: c'est mon bien personnel, un héritage familial. Les huissiers ont eu pitié de la vieille dame et n'ont pas pris la robe. Ils n'ont pas eu pitié, Jean-Luc, dis-je en plissant les yeux. Coco n'a pas donné cette robe parce qu'elle contenait sa prime de retraite. Cette femme savait tout. Elle était complice de Marc. Et où est-elle maintenant? Coco est assignée à résidence, dans son petit appartement de banlieue. Et je suis sûre que la robe est là-bas, dans son armoire. Jean-Luc secoua la tête. Tu ne peux pas y aller, Nathalie. La police attend devant la porte. La maison de Coco est surveillée 24 heures sur 24. Même si tu arrives à entrer, comment vas-tu sortir avec une robe aussi volumineuse? Je serrai le volant. Je ne passerai pas par la porte, Jean-Luc. Et je ne sortirai pas en agitant cette robe dans mes mains. À quoi penses-tu? Je souris. Mais ce n'était pas le sourire triomphant du défilé. C'était le sourire d'un chat acculé qui sort ses griffes. Demain, c'est l'anniversaire de Coco, dis-je. Et tu sais bien que, même si Coco Leclerc tombe aussi bas que possible, elle a le droit de voir ses anciens amis. Le jour de son anniversaire. Surtout si c'est sa belle-fille qui vient lui pardonner. C'est de la folie, a dit Jean-Luc. La police va te rechercher. Qu'il m'appelle. Je n'aurai pas d'arme sur moi. Juste un kit de suture. Une trousse de couture. Oui, Volkov veut la robe. Mais les diamants sont à l'intérieur. Je ne prendrai pas la robe, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour cela, je n'entrerai pas dans cette maison en tant que styliste, mais en tant que voleuse. Je sortis mon téléphone et appelai Madame Giry. Madame, rassemblez l'équipe et préparez-moi une de ces capes à poche secrètes que nous avons cousues pour les anciens magiciens de scène. Nous avons un grand spectacle demain. L'immeuble où vivait Coco semblait être une insulte à son ancienne splendeur. 2 policiers attendaient devant la porte. Je m'approchai avec une boîte à gâteaux et un bouquet de fleurs à la main. Madame Leclerc? Demanda l'un des policiers. Avez-vous une autorisation de visite? J'ai obtenu une autorisation spéciale du procureur, répondis-je en lui tendant le document que Jean-Luc avait préparé le matin même. C'est l'anniversaire de ma belle-mère. Juste 1 heure. Le policier examina le document et me fouilla sommairement. D'accord, mais faites vite. Quand j'ai frappé à la porte, Coco m'a ouvert. La voir ainsi. Elle ne portait pas son tailleur Chanel. Elle avait sur elle un peignoir décoloré, les cheveux en bataille. Mais ses yeux, la fierté dans ses yeux était toujours la même. Elle fut surprise de me voir. Toi, tu es venu ici pour m'humilier. Non, Coco, ai-je répondu en entrant. Je suis venu te sauver. Si tu veux vivre, bien sûr. Je fermai la porte. L'intérieur sentait lourdement l'humidité et la naphtaline. Volkov est à nos trousses, murmurai-je. Il veut la robe bleue. Le visage de Coco devint livide. Sa main se posa instinctivement sur la porte de la chambre. Ce n'est qu'une robe, balbutia-t-elle. Ne mens pas. Ai-je sifflé? Je sais ce qu'il y a dedans. Et si nous ne sortons pas ces pierres d'ici maintenant, les hommes de Volkov vont enfoncer cette porte cette nuit et nous jeter tous les 2 dans la rivière avec cette robe. Coco s'effondra sur le canapé en tremblant. Marc m'avait dit, ils sont notre garantie, maman. Si les choses tournent mal, nous nous enfuirons avec eux. Les choses ont mal tourné, Coco, et nous n'avons nulle part où fuir. Je courus dans la chambre. J'ouvris la porte de l'armoire. Il était là, coincé entre d'autres vêtements bon marché, tel un fantôme de velours bleu. J'ai immédiatement étalé la robe sur le lit. J'ai palpé les ourlets de la jupe. Je pouvais sentir des bosses, de petites bosses dures. J'ai sorti mes ciseaux de mon sac. Qu'est-ce que tu fais? J'ai mis Coco depuis le seuil de la porte. J'achète notre vie. Ai-je répondu en coupant le premier point. À ce moment-là, un bruit se fit entendre à l'extérieur. Ce n'était pas la voix des policiers. C'était le bruit d'un moteur lourd. Et une camionnette noire était garée devant la porte. Je regardai par la fenêtre. Pierre Dubois et ses 2 hommes discutaient avec les policiers. Les policiers se retirèrent soudainement. Volkov avait dû les soudoyer. Ou les menacer. Ils sont là. Ai-je dit. J'ai accéléré le mouvement des ciseaux dans ma main. J'ai retiré les diamants un par un de la doublure et les ai glissés dans la poche intérieure secrète de mon manteau. Mes mains tremblaient. J'ai entendu la porte être forcée. Nathalie, cria Coco, ne me laisse pas ici. La robe était désormais en lambeaux. Je pris le dernier diamant. La porte trembla dans un grand fracas. Plan de fuite B. Me suis-je dit. Mon regard s'est posé sur l'escalier de secours près de la fenêtre de la cuisine, alors que je courais dans les ruelles de la banlieue parisienne. La sensation de brûlure dans mes poumons ne ressemblait à aucune autre douleur que j'avais ressentie jusqu'alors.
Les piqûres d'aiguilles, les nuits blanches, tout cela n'était qu'un jeu d'enfant. À présent, je courais pour sauver ma vie. Derrière moi, j'entendais les cris provenant de la rue où se trouvait l'appartement de Coco. Les hommes de Volkov avaient enfoncé la porte et étaient probablement en train de démolir la garde-robe vide. Je croyais entendre Coco crier « Il l'a volé! Il a volé la mariée !» La pauvre femme pensait toujours au diamant plutôt qu'à sa propre vie. Je me suis réfugiée derrière une poubelle. La pluie avait recommencé à tomber. J'ai fouillé la poche intérieure de mon manteau, où je serrais contre ma poitrine le petit sac en velours. Ils étaient durs. Ils étaient froids. 12 millions d'euros. Je tenais dans ma main un empire ou un arrêt de mort. Je visse le minibus noir passer rapidement au bout de la rue. Il m'avait perdu. Du moins pour l'instant. Je sortis mon téléphone. J'appelai Jean-Luc. « Où es-tu » cria-t-il. Sa voix était paniquée. Il y a une annonce de violation de domicile. Sur les radios de la police. Je suis en sécurité. Ai-je répondu en essayant de reprendre mon souffle. Et, j'ai le colis, Jean-Luc. Je l'ai récupéré. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Nathalie, murmura-t-il. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu es la femme la plus dangereuse de Paris en ce moment. Si tu te fais prendre avec ces pierres, ni la police ni moi ne pourront te sauver. Je sais, répondis-je en regardant la rue sombre. C'est pourquoi je ne me ferai pas prendre. Appelle Volkov. Organise un rendez-vous avec lui. Mais à mes conditions. Le lendemain matin, je me trouvais au célèbre Café de la Paix, juste en face de l'Opéra de Paris. Pourquoi cet endroit? Parce qu'il était rempli de touristes, qu'il y avait des caméras et, surtout, qu'il était au cœur de Paris. Personne ne pouvait y tuer quelqu'un en silence. Je ne portais pas les vêtements de fugitif de la veille. J'avais enfilé un tailleur blanc aux lignes impeccables. Mes cheveux étaient parfaits, mon maquillage me servait d'armure. Sur ma table, un croissant et un café m'attendaient. Et sur la chaise à côté, un simple sac à provisions. Quand Dimitri Volkov est arrivé, même lui semblait surpris. L'homme menaçant de l'entrepôt sombre de la nuit dernière ressemblait à un homme d'affaires coûteux à la lumière du jour. Mais ses yeux étaient toujours ceux d'un requin. Il s'est assis en face de moi. Pierre Dubois, 2 tables plus loin, nous observait en faisant semblant de lire le journal. Courageux, dit Volkov en commandant son café. Vous ne ressemblez en rien à cette souris qui s'est échappée par ma fenêtre hier soir, Madame Leclerc. Les souris survivent, monsieur Volkov, répondis-je en prenant une gorgée de café. Mais je ne suis pas une souris. Je suis designer. Et vous m'avez demandé un design. Je poussai du pied le sac à provisions à côté de moi vers lui. L'impératrice bleue est malheureusement en réparation. Mais j'ai apporté les accessoires, qui se trouvent à l'intérieur. Volkov tendit la main vers le sac. Il sentit le petit sac en velours à l'intérieur. Un léger soulagement passa sur son visage. Tout est là. Vous pouvez les compter. Ai-je répondu. Mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit. Volkov prit le sac et le posa à ses pieds. La dette de Marc est payée, Nathalie. Vous êtes désormais libre. Votre atelier, votre petite équipe. Tout est en sécurité. Il fit mine de se lever. Asseyez-vous, dis-je. Je n'élevai pas la voix, mais le ton de mon ordre était si clair que Volkov s'arrêta net. Je ne comprends pas. Asseyez-vous, monsieur. Volkov. Nous n'avons pas encore fini. Il plissa les yeux, mais s'assit. Vous dépassez les bornes. Ces pierres, dis-je. Elles ont une valeur marchande de 12 millions d'euros. Combien Marc vous devait-il? 10 millions, intérêt compris, n'est-ce pas? Volkov sourit. Et alors? Ce que je veux dire, c'est que je ne laisse pas de pourboire, monsieur Volkov. Ces 2 millions d'euros supplémentaires, je les considère comme une compensation pour le préjudice causé à ma marque par la collaboration de Marc avec vous. Mais je ne veux pas récupérer cet argent. Que voulez-vous? Je sortis une petite carte de visite de ma poche. Elle ne comportait que mon nom et mon numéro de téléphone personnel. Une protection. Ai-je répondu. Volkov éclata de rire. Vous voulez que je vous protège? De l'homme qui voulait vous tuer hier soir? Non, ai-je répondu sans détourner le regard. Je veux que vous supprimiez ces obstacles invisibles. Dans le monde de la mode. Ceux qui menacent les fournisseurs de tissus, ceux qui bloquent les crédits bancaires, les petits amis de Marc à l'extérieur. Vous allez les arrêter. Parce que si l'atelier Nathalie fait faillite, je parlerai. Et croyez-moi, la mémoire d'un couturier est plus forte que celle d'un éléphant. Je dirai tout qui a mis quoi dans quelle poche, quelle robe a été volée. C'était du bluff. Je n'avais aucune preuve concrète. Mais Volkov ne le savait pas. Il ne savait pas ce que j'avais trouvé et entendu chez Coco la nuit dernière. Volkov m'a longuement regardé. Puis il a pris la carte de visite et l'a mise dans sa poche. Marc était un idiot, a-t-il dit. Si vous aviez été à la tête de l'entreprise, il ne serait pas en prison aujourd'hui, mais aux Maldives. Il s'est levé. Il a pris son sac.
Vos fournisseurs seront à votre porte demain matin, Madame Leclerc, et le directeur de la banque vous appellera personnellement. Bonne journée. Il se retourna et se fondit dans la foule. Pierre Dubois le suivit. Après son départ, je posai ma tasse de café. Mes mains tremblaient tellement que le café se renversa sur la soucoupe. Je pris une profonde inspiration. J'avais réussi. J'avais dansé avec le diable et j'avais quitté la piste sans lui marcher sur les pieds. Savez-vous ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Pas de la peur, de la puissance. Après avoir été considérée pendant des années comme la femme de marque, la couturière de l'ombre, j'ai ressenti la puissance enivrante de prendre mon destin en main. Était-ce dangereux? Oui. Est-ce ce que je le referais? Sans hésiter. Parce que parfois, pour survivre, il faut enfreindre les règles et créer son propre jeu. Alors que je m'apprêtais à retourner à l'atelier, mon téléphone a sonné. C'était Jean-Luc. Nathalie, Volkov est partie? Oui, tout va bien. Pas vraiment, a répondu Jean-Luc. Tu dois venir immédiatement à l'atelier. La police est là. Quoi? À cause de Volkov? Non, répondit Jean-Luc. À cause de Coco. Hier soir, après ton départ, quand les policiers sont entrés dans la maison, il marqua une pause. Coco a parlé, Nathalie. Mais elle n'a pas dit qu'elle avait volé les diamants. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a rejeté toute la responsabilité sur toi. Elle a dit, c'est Nathalie qui a préparé la robe, c'est elle qui dirigeait le trafic, c'est elle qui a trompé mon fils. Et le procureur? Le procureur est en train d'obtenir un mandat de perquisition pour l'atelier. Le téléphone m'échappa des mains et tomba sur la table. J'avais échappé à Volkov. Mais je devais maintenant faire face à ce dernier coup de poignard porté par mon propre sang, par ma propre famille. Coco avait juré de m'entraîner dans sa chute. Je sautai dans la taquille. Conduis-moi au marais. Dis-je au chauffeur. Vite. La guerre n'était pas terminée. Elle avait simplement changé de front. Et cette fois, l'ennemi n'était pas une mafia extérieure, mais un mensonge intérieur. Les murs de la salle d'interrogatoire n'étaient pas gris. C'était une couleur crue, fatigante pour les yeux et déprimante, que l'on pourrait qualifier de blanc désespoir. La procureure Madame Lefranc, assise en face de moi, était en parfaite harmonie avec cette pièce. Son tailleur impeccablement repassé, son chignon serré et l'expression qu'elle affichait en regardant le dossier devant elle. Elle était prête à me déclarer coupable. Elle en avait même envie. Madame Leclerc, dit-elle en baissant ses lunettes sur le bout de son nez. J'ai lu la déposition de votre belle-mère, Coco Leclerc, et je dois avouer qu'elle est assez détaillée. Mes mains étaient posées sur la table. Je n'étais pas menottée, mais je me sentais comme enchaînée. Coco Leclerc est une femme capable de sacrifier son propre fils pour se sauver, monsieur le procureur. Ce qu'elle a dit à mon sujet n'a aucune importance. Le procureur a ri. Un rire froid et professionnel. Vraiment? Voyons voir. Coco dit, mon fils Marc est naïf. Il ne comprend rien au commerce. C'est Nathalie qui a conçu tout ce ressort de contrebande, les pots de vin aux douanes et les compartiments secrets cachés dans les vêtements. Elle n'est pas seulement couturière, c'est une ingénieure. C'est elle l'architecte du crime. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Coco était intelligente. Elle utilisait mon talent comme une arme contre moi. Elle qui m'avait rabaissé pendant des années en me disant tu n'es qu'un couturier, m'accusait maintenant d'être un génie du crime. De plus, a poursuivi le procureur en jetant une photo sur la table, hier soir, une descente a été effectuée dans l'appartement de Coco. La porte a été enfoncée. L'appartement a été saccagé. Et Coco affirme que vous l'avez menacé et que vous avez volé les bijoux de famille. Je fixai la photo du regard. La blouse en presse brisée était sur le lit, mais les diamants avaient disparu. Ils étaient chez Volkov. Et je ne pouvais pas le dire à la police. Si je le faisais, j'admettrais avoir payé la dette de Marc, c'est-à-dire avoir participé au crime. Je suis restée silencieuse. Ce silence était une preuve de culpabilité aux yeux du procureur. Vous faites usage de votre droit de garder le silence, a déclaré le procureur en se levant. Très bien. Alors je vais parler. Marc Leclerc est en prison. Coco Leclerc joue le rôle d'une femme âgée et malade. Et il y a 12 millions d'euros de diamants qui ont disparu. À qui pensez-vous que l'enchère va revenir? Il s'est penché vers moi. Je vous place en état d'arrestation, Madame Leclerc, pour constitution d'une organisation criminelle et trafic qualifié. À ce moment-là, à l'instant où j'ai senti le contact froid des menottes sur mes poignets, la plupart des gens auraient paniqué. Ils auraient pleuré. Ils auraient supplié. Mais moi, j'étais couturière. Et savez-vous ce que font les couturières? Elles mesurent et coupent. Ils savent combien un tissu peut supporter de pression ou une couture va se déchirer. J'avais mesuré ce moment. Et pour ce moment, j'avais une assurance que j'avais cousue des années auparavant. Une minute, ai-je dit, alors que le procureur se dirigeait vers la porte. Avant de vous faire arrêter, je voudrais vous montrer quelque chose dans mon atelier. Le procureur s'est arrêté. Est-ce une tactique dilatoire?
Non, ai-je répondu. C'est la couture déchirée dans l'histoire de Coco. Une demi-heure plus tard, nous sommes entrés dans l'atelier Nathalie, escortés par la police. Jean-Luc attendait à la porte, le visage livide, mais je lui ai lancé un regard qui semblait dire fais-moi confiance. Le procureur et les policiers me suivaient. Je me suis dirigé directement vers l'ancien entrepôt, là où se trouvaient les vieux mannequins d'essayage que Marc appelait la ferraille. J'ai désigné le vieux mannequin qui se trouvait dans un coin, recouvert de tissu, le cou usé. Il s'appelait Mathilda. Mon confident silencieux. Ce mannequin est jeudi. Il est là depuis mon premier jour. Et alors a demandé le procureur avec impatience. Il y a des diamants à l'intérieur, quelque chose de plus précieux. Ai-je répondu. J'ai pris un cutter. Les policiers ont sorti leurs armes. Restez calme. Ai-je dit, et j'ai enfoncé le couteau dans la couture du dos du mannequin. Crac. Le tissu s'est déchiré de haut en bas. De l'intérieur, un cahier poussiéreux recouvert de cuir, caché dans le rembourrage du mannequin, est tombé. Le cahier noir du tailleur. Le procureur a enfilé ses gants et a pris le carnet. Il a ouvert une page au hasard. Date 12 novembre 2018. Ai-je lu de mémoire. Marc voulait que la doublure de la robe en mousseline rouge soit double et lestée. Il ne m'a pas laissé lui demander pourquoi. Poids du matériau placé dans la doublure, 450 grammes. Le procureur a tourné la page. Date 4 mars 2019. Coco m'a demandé de lui coudre un manteau de fourrure spéciale pour son voyage à Milan. Elle m'a dit fais une poche secrète dans la doublure pour que mon passeport ne soit pas volé. Mais les dimensions de la poche convenaient à un lingot plutôt qu'à un passeport. Profondeur de la poche, 15 centimètres. Fermeture, bande velcro. Le procureur m'a regardé. L'expression accusatrice dans ses yeux avait laissé place à la surprise. Je suis couturier, monsieur le procureur. Ai-je répondu. Mon travail consiste à prêter attention aux détails. Marc et Coco me considéraient comme une simple machine à coudre. Mais j'ai noté dans ce carnet chaque anomalie, chaque demande suspecte, avec la date, l'heure et un croquis technique. Jean-Luc intervint, un sourire triomphant sur le visage. Et lorsque les dates de ce cahier sont recoupées avec les voyages à l'étranger et les registres douaniers de Marc Leclerc, vous verrez que Nathalie travaillait à Paris, dans l'atelier, à ces dates-là. Ce sont Marc et Coco qui ont effectué les livraisons. Le procureur ferma le carnet. C'est une preuve très solide. Mais le vol d'hier soir, quel vol? Demandai-je innocemment. Ceux qui sont entrés chez Coco ont déchiré ma robe. Oui, je voulais cette robe parce que c'était ma création. Mais quand je suis entrée, je mentais. Mais c'était un mensonge blanc. Un mensonge pour survivre. Quand je suis entrée, ces hommes étaient là. Je me suis enfuie. Coco, terrifié, ne savait probablement pas quoi dire. Ou peut-être. Je me suis approchée du procureur. Peut-être que ces diamants n'ont jamais existé. Peut-être que Coco joue un nouveau jeu pour escroquer la compagnie d'assurance. Le procureur hésita. Il ne connaissait pas le facteur Volkov. Il ne savait pas que les diamants avaient disparu. Tout ce qu'il savait, c'était qu'il avait en face de lui une femme qui prouvait son innocence à l'aide de dessins techniques et une belle-mère connue pour ses mensonges. Le téléphone sonna. C'était le procureur général. Une brève conversation s'ensuivit. Le visage du procureur s'assombrit. Bien, monsieur, dit-il avant de raccrocher. Il se tourna vers moi. Vous pouvez partir, Madame Leclerc. Vous serez jugée sans détention. Mais ne quittez pas la ville. Et ce cahier? Ce cahier appartient désormais à l'État. Lorsque les policiers furent partis, nous nous retrouvâmes seuls, Jean-Luc et moi, au milieu de l'atelier. Mes jambes se dérobèrent sous moi et je m'assis sur une boule de tissu. Les diamants de Volkov, murmura Jean-Luc. Vous n'en avez jamais parlé. Parfois, répondis-je en caressant le dos fendu de Mathilda. Ne pas dire toute la vérité n'est pas mentir, Jean-Luc. C'est un choix de conception. Jean-Luc rit. Tu as réussi, Nathalie. Tu as vraiment réussi. La déposition de Coco ne vaut plus rien. Ce cahier va doubler la peine de Marc. Je sais. Dis-je. Je me levai. Je regardai par la fenêtre le ciel brumeux de Paris. J'avais gagné la bataille juridique. Marc et Coco étaient finis. Volkov avait été réduit au silence. Mais il manquait encore quelque chose. Ma réputation. La descente de police, les rumeurs, les gros titres sur la couturière clandestine. Mon nom avait peut-être été blanchi, mais ma marque était toujours entachée. Et dans le monde de la mode, une tâche est plus difficile à effacer que du sang. Jean-Luc, dis-je. Nous n'organiserons pas de conférence de presse demain. Que faisons-nous alors? Je fixai mon regard sur Paris. En moi, il ne restait plus rien de l'oiseau aux ailes brisées. Du premier épisode. J'étais désormais un phénix. Et les phénix doivent d'abord brûler pour renaître de leurs cendres. Nous organisons un défilé. Ai-je répondu. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas seulement un défilé de mode. Ce sera un manifeste. Invite tout le monde.
Les amis, les ennemis, la presse. Même Volkov. Que prévois-tu? J'ai souri. La finale? Ai-je répondu. La vraie finale. À Paris, le mot scandale a une durée de vie limitée. On en parle pendant une semaine, puis il est oublié dès que de nouveaux ragots apparaissent. Mais les rumeurs autour de mon nom ne s'étaient pas tues. Les journaux continuaient de se demander, Nathalie Leclerc, victime ou complice? J'aurais pu organiser une conférence de presse pour répondre à cette question. Mais j'étais couturière. Je ne m'exprimais pas avec des mots. Je m'exprimais avec des tissus, des coutures et des silhouettes. Lieu le Palais de Tokyo, le Musée d'art moderne de Paris. Cet endroit aux murs de béton brut, au sol rugueux, à l'esprit rebelle. Si loin des murs dorés à la feuille de l'hôtel Ritz. Les invitations ne comportaient qu'une seule phrase pour ceux qui ont le courage de voir la vérité à l'œil nu. À 21 heures, la salle était pleine. Il n'y avait pas que la presse mode, mais aussi des journalistes judiciaires, des détectives et même, au premier rang, Dimitri Volkov avec ses lunettes noires. La présence de Volkov était un message silencieux, cette femme est intouchable. Les coulisses. Cet endroit qui me faisait autrefois peur et me paniquait était désormais mon centre de commandement. J'ai regardé mes mannequins. Elles ne portaient ni soie ni mousseline. Le nom de la collection, l'aveuglement. Êtes-vous prêt? Ai-je demandé. Nous sommes prêts à nous battre, madame, a répondu mon mannequin en chef, et la musique a commencé. Mais ce n'était pas de la musique, c'était un enregistrement. La voix de Marc. Un extrait tremblant et mensonger de sa déposition au tribunal, nous ne vendions que de l'art. Tout était légal. Alors que cette voix résonnait, le premier mannequin est monté sur le podium. Il portait une robe transparente en plastique, vide, qui ressemblait à un sac de preuves. Sur la robe, on pouvait lire en lettres rouges preuve numéro 1. Le public était sous le choc. Il n'y avait pas d'applaudissements. Les spectateurs retenaient simplement leur souffle. Le deuxième mannequin est apparu. Il portait un corset métallique gris rayé, ressemblant aux barreaux d'une prison, et une jupe noire et lourde. Ce modèle illustrait le poids de la captivité. Et puis les autres. Chaque création faisait partie du processus que j'avais vécu. Trahison, mensonge, fuite, peur. Et enfin, le final. Je suis monté sur le podium. Mais je n'ai pas marché. J'étais dans une immense boîte recouverte d'un tissu noir, placée au milieu du podium. Le tissu a été retiré. Et j'étais là, né des cendres de l'impératrice bleue. La robe n'était plus bleue. Elle était recouverte de dentelles noires brûlées, mais des milliers de petits cristaux brillaient entre elles. La doublure de la robe était apparentée, dessus figuraient des milliers de mots écrits à la main. Mes notes dans le carnet noir. Les mensonges de Marc, les ambitions de Coco, mes cris silencieux. Tout était là, sur la robe. Je portais la vérité. J'ai pris le micro. La musique s'est arrêtée. On m'a traité de contrebandière. Ai-je dit, ma voix résonnant sur les murs en béton. Ils ont raison. Pendant des années, j'ai fait passer quelque chose dans ce secteur. J'ai regardé le public. Les yeux de la rédactrice en chef de Vogue étaient remplis de larmes. J'ai volé l'âme. Ai-je dit. J'ai volé mon art dans le commerce sans âme de marque. J'ai volé mon cœur dans l'arrogance glaciale de Coco. Et maintenant, je me suis libérée de tous ces fardeaux. J'ai regardé Volkov. Il a légèrement incliné la tête. Puis j'ai regardé Jean-Luc. Il pleurait. Ce que vous avez vu ce soir n'est pas un défilé de mode. Ai-je dit. C'est un nettoyage. La maison Leclerc est morte. Vive l'atelier Nathalie. J'ai sorti les ciseaux que je tenais dans ma main. Et d'un seul coup, j'ai coupé la jupe de cette robe magnifique et inestimable. Le public a poussé des cris. Le morceau de tissu est tombé par terre. Je ne porte plus le poids du passé. Ai-je dit. Je ne couds que l'avenir. Et à ce moment-là, ces applaudissements. Ils ne ressemblaient pas aux applaudissements hypocrites du Ritz. Les gens applaudissaient en pleurant, en criant, en tapant des pieds. Ce n'était pas de l'admiration, mais un hommage. Un non plus tard de Marc Leclerc grâce au carnet noir, que j'ai remis au procureur. Sa peine a été portée à 15 ans. Il travaille dans l'atelier de couture de la prison. Il essaie d'apprendre à coudre, mais l'aiguille ne cesse de lui piquer le doigt. Coco Leclerc, après la saisie de tous ses biens, elle a été placée dans une maison de retraite publique. Elle n'a dans sa chambre qu'un vieux magazine Vogue. Elle crie sans cesse aux infirmières: Je suis Coco Leclerc, apportez-moi du champagne. Mais personne ne l'écoute. Dimitri Volkov, il a tenu parole. Il est devenu l'investisseur secret de l'atelier Nathalie, mais il ne s'est jamais immiscé dans mes affaires. De temps en temps, il m'envoie un bouquet de roses noires lors de mes défilés. Madame Giry et Jean-Luc, ils se sont mariés. Oui, ils ont trouvé l'amour dans ce chaos. Jean-Luc est désormais le PDG de mon entreprise et Giry est ma directrice de production. Et moi, Nathalie, mon atelier du Marais est pris d'assaut par de jeunes créateurs venus du monde entier. Je leur apprends non seulement à coudre, mais aussi à dire non, à lire les contrats et à connaître leurs valeurs. Je ne suis plus dans l'ombre.
Je ne suis plus la femme de quelqu'un. Je suis Nathalie. Et ceci est ma signature. Cette finale a été conçue pour offrir aux spectateurs une véritable catharsis. Le fait que Nathalie découpe la robe sur scène était le symbole le plus fort de sa rupture avec le passé. Le fait qu'elle recadre l'étiquette contrebandière, en artiste qui vole les âmes, était un geste intelligent qui a permis de redorer l'image de sa marque. Tout au long de l'histoire, nous avons tissé petit à petit le personnage de la femme opprimée, qui s'est transformée en véritable idole à la fin. Si vous avez aimé cette série et que nous avons réveillé le guerrier qui sommeille en vous, abonnez-vous à notre chaîne, car la prochaine histoire pourrait bien être un plan de vengeance se déroulant à la bourse de New York. Qui sait?